Distingués et privilégiés téléspectateurs de ce midi, bienvenue dans votre émission qui se fera encore une fois le plaisir de déverser dans les cœurs une pluie, on va dire, de bonne humeur, d'information et d'humour. Alors si vous êtes prêts à tenter l'aventure avec nous, restez devant vos écrans parce que c'est midi, c'est maintenant! Et oui, les événements se déroulent entre 12h et 13h avec les téléspectateurs, les spectateurs, les chroniqueurs et tous les animateurs. Bienvenue dans votre émission. On est toujours contents. Et le mardi, encore plus. Alissa Arzena ne dira pas le contraire, hein, n'est-ce pas? Caroline. Alors, à ma droite, Aloussène Sidibé. Juste un aperçu de sa chronique, tout en saluant bien évidemment le public. Aujourd'hui, on parlera d'Ecolo Wash. C'est un nouveau procédé, un procédé innovant qui va plaire à tous les hommes qui nous suivent en ce moment. Un procédé qui vous permettra, très chers hommes et surtout férus de véhicules, de nettoyer votre véhicule sans une seule goutte d'eau. Je dis bien sans une seule goutte d'eau. Et tout ça vis-à-vis du respect de la nature. Merci beaucoup, monsieur. Et oui, voilà, c'est mardi, donc on parle beauté, bien évidemment, avec Lynn Jabert. Bonjour à tous, bonjour charmant public de ce midi et le mardi. Vous savez, maintenant, la beauté, c'est le piment. Parce que des fois, il y a des sauces là, le chef est là, il faut un peu de piment là. Donc, de la pimenterie aujourd'hui, on parlera bien sûr. Ah ça, Philo pensait qu'il était le seul à créer les mots, hein? Non. C'est ça, c'est le piment. Donc, de la pimenterie, aujourd'hui, on aura du pagne, voilà. Et de très, très belles filles, ça sera pour tout à l'heure. Et bien évidemment, pour les potins, vous le savez, c'est mardi. Alissa Arzena est dans la place. On est encore mardi. C'est le mardi, j'espère que c'est pourquoi j'insiste là-dessus, oui, je te connais. Les assiettes sont bien garnies. sur la table. Les cuillères et les fourchettes aussi sont à côté parce qu'on va manger tout à l'heure. Au menu aujourd'hui, on aura un anniversaire. Anniversaire de star. Je ne vous en dis pas plus. On aura de la course, on aura du football. On va parler de football. Donc, ne bougez pas, ne zappez pas parce que tout à l'heure, ça va... Bien. Et docteur Philo? Ouais, super. Moi, ça va pas être mais moi, je vais vous montrer qui a mis l'eau dans Coco aujourd'hui. Voilà Coco là qui est là. Voilà. Merci. Et tu ne vas pas le faire seul. Tu ne vas pas le faire seul. Déjà, tu es aux côtés de Chef Nguessan, que je vous demande d'applaudir. On vous retrouve tous les deux pour la cuisine. C'est parti. Ça va presser, chef. Voilà. Non, j'ai pas voulu m'asseoir aujourd'hui parce qu'on sait pas. Tu peux changer d'avis. Comme tu m'avais dit au bureau que c'est moi qui devais être là. Pour ne pas que tu changes d'avis. Voilà. Je t'ai apporté une noix de coco. Je ne sais pas si ça peut contribuer. Ok, merci. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons, comme nous sommes en période... Attends, je te pose une question là. Je suis là pourquoi alors? Mais laisse-le quand même s'exprimer aussi. Mais laisse-moi faire au moins... Un coucou quand même. Il ne faudrait pas que je sois invisible pendant que je suis visible. Donc Philo, pardon, laisse le chef s'exprimer. Qu'est-ce que tu décides de nous proposer aujourd'hui, chef Nguessan? Philo, attends d'abord, il va terminer sa phrase et puis tu vas lui poser ta question. Vas-y. Comme aujourd'hui, nous sommes en période de Ramadan, Tout à fait. je vais proposer un plat simple, facile à réaliser. Ok. Au moins pour la rupture du jeûne. Ouais. Bon, ce sont des goujonnettes de mérou à la sauce tartare. Quoi? Des goujonnettes de mérou sauce tartare.
Il est de quelle origine le plat? Vous dites? C'est un plat de quelle origine? Musulmane? Bon, c'est un plat qui est consommé par tout le monde. Bon, c'est fait à base de poisson. D'accord. De poisson, et puis qui est pané à l'anglaise. Et puis ensuite, on passe à la friture pour être encore plus croustillant. Ça peut se manger avec du pain, des frites de pommes de terre. Bon, c'est un plat léger. C'est quand même léger, d'accord. Ouais, c'est léger. Bon, après, soit après un jeûne, bon, pour la rupture, c'est encore beaucoup plus conseillé. Okay. Bon, pour les ingrédients, nous avons besoin des filets de mérou que nous allons les couper en lamelles, c'est-à-dire en fines tranches, des œufs, de la chapelure, de la farine, des herbes aromatiques, de l'huile et puis la sauce tartare. La sauce tartare est composée de mayonnaise, de capres hachés, oignons hachés et de cornichons hachés en sal, en poivre, un peu en rectifie l'assaisonnement et puis ça passe. Bon, pour la technique de réalisation, bon, il nous faut d'abord assaisonner les morceaux de mérou avec du sel et du poivre. Ensuite, on farine légèrement. On ajoute, on trempe ça dans de l'œuf battu et on termine avec la chapelure en forme avec la chapelure. Non, pas des boulettes. On essaie d'appuyer un peu pour donner une belle présentation. Et ensuite, on passe à la friture. Oui. Disons, on les fait cuire dans un peu d'huile chaude, bien chaude, pour que les goujonnets soient vraiment très croustillants. Ouais. Et ça s'accompagne avec la sauce tartare. On les laisse là, on les retire ou bien on les retire, on essaie de les absorber un peu pour réduire un peu l'effet, disons la graisse, l'huile, l'excès d'huile. Et ensuite, on passe à la présentation. Ça peut s'accompagner d'une salade verte, du pain. Et puis, bon, juste pour la rupture du jeûne, bon, c'est un plat léger. Ça prend combien de temps? Bon, la cuisson, au moins 10 à 15 minutes de cuisson. Donc, à partir de 18h20, on peut déjà commencer. Et puis 30 on apprête tout. Et puis, bon, après de 18h20, on passe à la friture. Et puis, à 30, on rompt le jeûne avec. Ok. Merci, chef Doc Nathan. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Ingesso. Merci de nous faire plaisir chaque fois comme ça. Voilà. Tu peux mettre un peu de jus de coco là-dedans, hein? J'apporte ça pour toi. D'où il sort avec ce coco. Alors, Philo, je peux savoir le nom de ton instrument? Ah, moi, mais il a cherché les troupas. Je suis venu le matin, là, il a demandé aux gens, personne. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on appelle ça là. C'est pas Jasso? Voilà, check ça. Il y a quelqu'un qui a parlé de cascagnette ou bien. Oui, tout à fait, c'est une castagnette. Oui. Bon, moi, j'ai appris ça ici. Sinon, moi, j'appelle ça check ça. C'est très bon. C'est le village même qui a représenté ce matin-là. C'est très bien. Merci. Eh bien, évidemment, nous allons parler aujourd'hui musique. Et vous le savez bien, jouer de la musique contribue à l'épanouissement, développe la mémoire. Il y a vraiment de nombreuses vertus et permet aussi une bonne concentration, pour ne citer que ces 3 vertus-là. Mais que la musique contribue, sinon un instrument de musique puisse participer à sauver une vie, il y a vraiment matière à s'étonner et à s'interroger. La flûte et le saxophone m'ont sauvé la vie. C'est le thème retenu pour ce jour. Docteur Philo a son mot à dire là-dessus. On le retrouve tout de suite. Merci. Oui, comme vous avez dit, la flûte, le saxophone, sauver la vie à quelqu'un, bon, ça c'est étonnant quand même. Mais quand on fouille bien, on peut dire que ça, c'est pas trop chez nous ici. Voilà, ça c'est généralement peut-être en Europe, de l'autre côté, derrière nous, comme on le dit. Sinon, chez nous ici, ça c'est les tchèques, ça nous sauve la vie. Parce qu'on voit des jeunes dans les maquis, les espaces pleins, où ils chantent. Maman, souvent la fille n'est pas jolie, mais le monsieur n'est pas joli. Joli garçon, mais c'est puis il donne l'argent là. Ça sauve sa vie parce qu'il arrive quand même à gagner quelque chose, à se mettre sous la dent. Mais je veux dire que la flûte, le saxophone, c'est pas des instruments clés au fait. C'est pas des instruments clés, oui, comme guitare, tout le monde joue là. Toi, tu as déjà vu flûte, saxo, trop ici. C'est pas trop connu ici. Mais déjà, je sais que c'est déjà une bonne chose. Et en même temps, dire que celui qui a vu la vie sauve, la vie sauve en jouant la flûte et le saxophone, quelque part, il faut dire que c'est étonnant. Et en même temps, dire que puisque je suis en train de dire que c'est en Europe, on voit ça. Pourquoi il dit ça? Parce que là-bas, il y a tout ce qui rentre en ligne de composition de préservation. Parce que quelqu'un qui joue à la flûte, le saxophone, ce sont des instruments avant.
Donc quand tu joues ça là, c'est le vent que tu souffles. C'est ça que tu souffles. Quand tu ne peux pas jouer, quand c'est chez lui, c'est quand tu souffles, c'est les lèvres là qui grossissent comme ça. On t'appelle à la fin, on t'appelle pour le bas. Oh, d'abord, il y a tout ce qui rentre pour conserver, préserver la chose. Mais en même temps, oui, mais j'ai dit, les instruments sauvent la vie. La Oko a sauvé la vie d'Antoinette qu'on a. Le fait de jouer à Oko, je dis, elle gagne sa vie dedans. Mais en même temps, et dit, pour clore mes propos, que c'est une histoire de complémentarité parce que si la flûte et le saxophone ont sauvé la vie de notre invité, en même temps, lui aussi, il sauve la vie de ces deux instruments qui sont en voie de disparition. Donc, c'est une manière de complémentarité et nous en sommes fiers, nous sommes très heureux de le recevoir, qui vient nous dire comment ça a sauvé sa vie. Sinon, c'est ça qui sauve ma vie. Merci beaucoup, Docteur Philo. Eh bien, nous allons partir pour notre micro-studio. Nous allons appeler la maîtresse Patricia. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous savez jouer à un instrument de musique, plus particulièrement la flûte ou le saxophone? Disons la flûte. La flûte? La flûte, parce que lorsqu'on était sur le banc, les temps passés, parce que maintenant nous partons à la banque, on a oublié les bancs. Donc, on avait un cours qu'on appelait cours de musique. Tout à fait. Et là, les professeurs nous imposaient la flûte, soit un instrument le trimestre, et le second trimestre, un autre instrument. Et moi, je suis tombée sur la flûte. En 6e, 5e, 4e, je crois, au premier cycle. 6e, 5e et 4e. D'accord, d'accord. Est-ce que vous étiez bonne joueuse? Pas vraiment bonne joueuse. Bonne chanteuse, ça peut aller, mais pas vraiment bonne joueuse. D'accord. La prochaine fois, on vous donnera l'occasion de chanter. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole à Koulibaly Zana. Monsieur Koulibaly Zana, bonjour. Voilà, tenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour. La flûte, le saxophone? Non, c'est la guitare, je sais jouer à la guitare. La guitare, hein? Oui, à la guitare. Très bien. Très bien, parce que dans le bas âge... Quelle guitare ici, oui. On va vérifier. On va vérifier. Et ça fait combien de temps que vous jouez à la guitare? Oh, la guitare, bon, ça fait un peu longtemps. Parce que très petit, au bas âge, on attachait la corde avec une boîte là. Et puis, vraiment, on s'est débrouillé avec ça. Mais c'est arrivé au collège avec l'instrument de musique qu'on a mis en place par le professeur. Et de la 6e jusqu'en 3e, bon, on s'est pas mal débrouillé. Et on a pris goût de la chose. Et puis, bon, on avance avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On avait prévu une troisième personne, mais elle sera très, très brève, hein, cette personne-là. C'est M. Koné Ibrahim. Bonjour. Oui ou non, vous savez jouer à un instrument de musique? Non, moi, je ne sais pas jouer à un instrument de musique. Mais moi, je sais taper le tam-tam. Parce que nous, quand on était à l'école, on faisait le woyo. Mais c'est un instrument de musique aussi. Voilà, on faisait le woyo. Ah. Voilà, donc l'ambiance. Mais vous avez arrêté, hein? Non, j'ai arrêté. Merci pour vos contributions. Et tout de suite, nous allons recevoir un artiste. Voilà, c'est un artiste jazziste. Il est compositeur, il est musicien. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Isaac Kemo, que je vous demande d'applaudir. Isaac Kemo, artiste, musicien, saxophoniste. Bienvenue. Installez-vous. Et voilà. Ah, il a une histoire très très intéressante. Et je suis sûre qu'après cette émission, il y a beaucoup de parents qui vont changer leur regard sur la musique, sur le désir de leurs enfants de vouloir entreprendre une activité. Isaac, oui. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, bon retour en Côte d'Ivoire. Hein. Vous êtes ici, chez vous. Oui. Alors, votre histoire, elle démarre très, très, très tôt. Oui. Entre 7 ans et 8 ans, oui. Vous vous familiarisez déjà en instrument de musique. Expliquez-nous, on est pressé de savoir, quand on entend le thème, on veut savoir de quoi il s'agit. Ouais, c'est une histoire passionnante. Avant de continuer, d'abord, cet instrument s'appelle la calebasse Oché. Calebasse? Oché. Couché. Oché. Oché. Oui. Ah, de l'autre côté, quoi. Calebasse Oché. Mais c'est différent de la cascalette? C'est la même chose, c'est le même. D'accord. Ok. D'accord, merci. On va noter. Tu
peux répéter, s'il te plaît, Philo? Oui, la calebasse au chef. D'accord. Donc, je suis très heureux d'être sur ce plateau. C'est aussi une expérience à partager avec tout le monde. Effectivement, dans les années 84, 83, 84, effectivement, j'avais 7 ans, 8 ans. Et mon père, à l'époque, maintenant à la retraite, à l'époque, il était gardien de la paix. J'aime bien cette expression parce que j'étais plutôt dans un statut d'éducateur. Ce qu'on appelle policier aujourd'hui, j'étais plutôt dans un statut d'éducateur que dans la représailles. J'aime bien cette expression, gardien de la paix. Oui. Et à la fois, ça arrive d'enfermer des enfants des gens. Il se trouvait que dans la famille, j'étais le plus turbulent. Alors là, très turbulent, bourré d'énergie. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que la chicotte ne... Ça ne vous disait plus rien? Ouais, c'était autre chose et il risquait de me blesser. Donc il fallait passer par une stratégie que je conseille aussi à tous les amis, nous sommes tous des pères de famille, de communiquer alors là profondément avec les enfants. Et là, il a communiqué avec moi. Et moi, il m'a fait passer comme son ami. Voilà, on a parlé, on a discuté. Et effectivement, il me sondait pour savoir qu'il a fait vraiment au fond de l'enfant qu'il voyait. Et en même temps... J'imagine que la tâche ne devait pas être facile pour lui. Lui, il était très stratégique. Jusqu'au point de chercher à cerner son enfant. Attends, mais où me choper? Je ne suis pas à la maison. C'est une chose de m'attraper, de me faire asseoir. Déjà 7-8 ans, voilà, c'était tôt quand même. C'était chaud. Hein. Et puis en même temps, il est fanat de musique, il est très féru de jazz. À l'époque, il y avait des vinyles, il avait une platine. Il avait toute une collection de jazz, de Count Basie, de Lester Young, de Billie Holiday, jusqu'à Manu Dibango, jusqu'à Keith Curtis, jusqu'à évidemment Charlie Parker et Coltrane. Effectivement, quand il descendait du boulot, vers 18 h, il tamisait la lumière du salon, il mettait ses vinyles, et là tout le monde sortait. Pourquoi? Les gens n'aimaient pas le jazz, ils n'aimaient pas sa musique, ils l'écoutaient, tout et tout. Et c'est à ce moment que j'étais à la maison. J'écoutais, je cherchais à comprendre, ça me plaisait. Et là, il fallait maintenant me canaliser, parce que, en même temps, il voyait deux personnes. Une personne très, très active le matin, et à 18 h, une personne très, très posée. Qui devient douce. Et là, il est rentré en contact, il a créé la communication qu'il fallait. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui vendait des glaces dans le quartier. Et pour nous attirer, il jouait de la flûte. Donc tu imagines un peu, il était tout au rendez-vous. Et par la suite, parce qu'il m'a expliqué après. Déjà, avant de passer au chapitre de la flûte, il y a quand même un fait marquant. Hein. Il y a un fait marquant que vous avez évoqué. Un enfant hyper actif, insaisissable, intraitable. Et là, le père, il observe le petit, il se rend compte que la musique avait une influence sur lui. Ça c'est clair. Ouais, voilà, le turbulent qui arrive à se calmer en écoutant de la musique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Une histoire de flûte. Et voilà, il rentre en contact avec le vendeur de Faïd Lamac en plus de glace. Il m'achète la même flûte. Et un après-midi, il m'invite à table. C'est à l'époque qu'on mangeait dans la cour et tout le monde, les garçons ici, les filles. Et c'était un luxe de manger à table. Donc il m'invite à table, là, je me sentais bien quoi. On discute, on mange, et puis il m'offre la flûte. Je me rappelle bien, c'était le 15 juillet 84, à 14h15. Il m'offre la flûte. Il ne peut pas oublier ce jour-là. Mais je veux savoir, est-ce que déjà vous vous intéressiez de près à la musique? C'est vrai que ça avait un impact, ça avait un effet sur vous. Il aurait peut-être pu vous offrir des écouteurs ou les Walkman, comme on les appelait auparavant. Mais il part vous acheter une flûte. Directement. Pourquoi? Est-ce que vous avez manifesté le désir de jouer de la musique? Je n'ai pas manifesté le désir parce qu'il y avait un contexte qui était là. À l'époque, on ne m'écoutait pas, j'étais obligé d'écouter les autres. Donc, j'avais rien à dire. J'aimais la chose et puis je me taisais dans mon coin. Et c'est lui qui a vraiment observé. Et puis voilà, quand il m'a donné la flûte, 2 jours après, une semaine après, j'ai commencé à interpréter tout ce que j'écoutais, voilà, comme je pouvais. Et il me disait, tiens, il faut bien faire les choses. Il ne faut pas être musicien comme ça pour être musicien, parce que la musique, j'en profite en même temps pour le dire, c'est la langue universelle. Elle est mieux que l'anglais, que le français. Elle traverse toutes les frontières. Elle n'a pas, elle désamorce des conflits. Donc, fais la musique.
et puis avoir tous les rudiments qu'il faut, tant mieux. Donc il a décidé, tiens, pour bien faire les choses, il faut le solfège. Et là, il me fait venir un professeur, Feu Edje Pascal, qui était musicien à la musique militaire du 3e bataillon de Boaké, puisqu'à l'époque, il était à Boaké. Donc j'apprends le solfège et la flûte, la pratique. En 84, déjà, je lisais mon solfège, j'écrivais, tout ce que j'entendais, tout et tout. Et puis j'ai vu évoluer. Puisqu'en même temps, j'ai grandissais, il y avait l'école, et puis avec la musique, j'ai vu, ah papa, il faut que j'évolue. Au bout d'1 an, 2 ans, j'ai vu faire autre chose. Et à l'époque, à Boaké, il y avait les vétérans de Boaké. C'est un orchestre des anciens étudiants, voilà. À l'époque, j'étais déjà grand-père, et puis j'ai joué avec eux. Donc du coup, je voulais faire la clarinette. Mon père, à défaut de m'acheter un saxophone, parce qu'il n'avait pas assez de moyens, il m'a acheté une clarinette et en même temps un piano. Parce qu'en même temps, le gars, a vraiment, comment on dit, la sciencé, quoi. Plus tard, ça m'a servi pour composer mes musiques et mes accords. Donc j'ai fait le piano classique et la clarinette. Donc à l'époque, je jouais avec les vétérans de Boaké. J'étais le petit enfant, quoi. Et puis ça fait un peu rire, parce qu'il y a une histoire derrière. On jouait des chansonniers français, on ne jouait pas la chanson française. Ouais, c'était les Patrick et Mario, ça n'existe même plus. Patrick et Mario, Luis Mariano. Le morceau le répertoire le plus jeune même, c'était Edith Piaf. Donc tu comprends un peu, on était vraiment dans... On jouait le répertoire de la France profonde. En même temps, il y avait ça et puis il y avait les chants populaires ivoiriens. Donc tu vois, plus tard, ça m'a donné plus d'ouverture de choses. C'est bien beau tout cela, mais en même temps, je veux poser la question de savoir, c'est quoi maintenant la place des études? C'est vrai que vous avez bénéficié du soutien, de la complicité, de la collaboration de votre papa. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez, vous consacrez à la musique ou vous faites les deux? À l'époque, très turbulent, j'étais, comment on dit ça, moyen, enfin. Effectivement, quand j'ai commencé la musique, avec le solfège, la pratique du solfège, il y a eu une certaine ascendance. Voilà. Et puis je conseille même en parenthèse à tous nos jeunes papas, ce papa aussi, d'essayer de vraiment communiquer avec l'enfant, de créer un contact et puis même une activité sportive, une activité culturelle. Tu imagines à cet âge, à 8 ans, 9 ans, tu arrives à capter un son qui est virtuel, qui n'est pas palpable, à reproduire ça. C'est sacré ça, c'est vraiment très intéressant. Quand l'enfant se met à ça, il est vraiment disposé à plein de choses. On va dire que le père, il allait chercher très loin ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Mais ce que je veux savoir, je veux dire, puisque vous dites que la flûte et le saxophone vous ont sauvé la vie, on ne va pas forcément prendre la chose au premier degré pour dire est-ce qu'il allait mourir s'il n'avait pas la flûte ou le saxophone. Mais en même temps, qu'est-ce qui aurait pu se passer dans votre vie si vous n'aviez pas ces deux instruments ou si vous ne vous étiez pas intéressé avec votre papa à la musique? Je pense qu'avec le temps, j'ai eu le temps de réfléchir sur ça. Et il a eu raison parce qu'il s'est facilité la tâche dans l'éducation. Ça, c'est clair. Et puis... Non, ça a été un avantage pour lui. Et puis, comme il disait, ça a vraiment canalisé toutes les énergies. Il fallait que toutes ces énergies qui étaient dispersées se regroupent vraiment pour une chose. Aujourd'hui, à une certaine époque, je me rendais compte que, même ici, ça se voit même, de façon générale, les gens vont souvent à la musique ou à la danse parce qu'ils ont raté des études. Ou bien ils ont perdu quelque chose, ou bien ils s'ennuient. Bon, ce n'est pas le cas. Tu comprends? Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de cette mentalité. On reconnaît ceux qui font la musique parce qu'ils s'ennuient quelque part. Ouais, il y a un rendement sur le terrain. Et puis on reconnaît. Donc quand vous venez par dépit à la musique, ça se sent? Voilà, tu peux commencer la musique, mais c'est conseillé de commencer très tôt. Même un peu plus âgé, tu peux commencer, mais si tu as vraiment des prédispositions, ça va plus vite, quoi. Mais on peut ne pas en avoir les prédispositions et puis être un passionné, aimer passionné, la chose. Oui, c'est ton droit. C'est ton droit, c'est ta propre Comme on culture, dit, voilà. il aime la musique, mais la musique ne l'aime pas. Oui, ça arrive. On voit ça fréquemment. On voit ça fréquemment. Et puis, du coup, j'ai continué. Ensuite, j'ai enseigné comme prof vacataire au conservatoire à Abidjan. J'ai voulu faire autre chose. Tu le veux ou non, ici bouillant à l'intérieur. Et je voulais vraiment toucher un peu à tout. Toucher un peu à tout, c'est-à-dire jouer là du rock, du hard rock, de la congo, un peu de tout. Donc je me suis frotté un peu partout.
Je suis passé au village où je salue de passage au Rebel King et Papignepo. J'ai eu beaucoup d'expérience là-bas. J'ai joué à plusieurs groupes. J'étais très heureux de jouer à Tangara. Et au-delà de faire la musique, il y a tout l'environnement, il y a toute une philosophie. Tout à fait. Et ça m'a permis d'avoir une autre vision de la chose. Voilà. Et il faut dire que l'année 2009 a été pour vous une année déterminante et très faste parce que vous avez été choisi pour représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux de la francophonie au Liban. Ensuite, après, vous êtes allé au Niger aux Jeux de la scène SAD où vous remportez la médaille d'argent. Avec le groupe. On est parti avec un groupe. Bravo. Merci. Je suis parti avec le groupe Cagnondé de Feu Péoula 08. Le groupe Cagnondé de Feu Péoula 08. C'est très intéressant parce que le plus souvent, un instrument on le retrouve dans un orchestre. Mais là, c'était carrément un concert de tambour et de danse. Le seul instrument moderne, c'était le saxophone. Tu vois, cette alchimie, c'est pas évident. Des tambours, comme par exemple cette photo. Voilà. Ouais, à l'UNESCO, voilà. Des tambours et le saxophone. C'est des compositions assez différentes. Et avec Cagnondé, on allait au Liban, ça m'a vraiment donné un déclic. Voilà. Donc de là, j'ai voulu faire d'autres expériences, j'allais en Europe. J'ai monté mon quartet de jazz. Voilà, on tourne un peu sur Paris. Et après, je me suis retrouvé en Corse, à Bonifacio, où c'était une très très belle expérience. J'ai monté plusieurs groupes, j'ai joué la polyphonie corse, avec des groupes corse. Voilà. J'ai joué à des groupes de hard rock. Après, je me suis retrouvé directeur artistique du festival Nautique et Musique. C'était un gros festival le mois d'octobre. Et puis, je me suis fait mon petit bonhomme chemin. Et puis, j'étais très heureux de rencontrer Paco Seri, le grand Paco Seri. Paco Seri, voilà. Que nous saluons au passage. Il sera en concert le vendredi, jour de son anniversaire. On y sera. J'étais très heureux parce qu'il y a une anecdote. Je me rappelle que mon premier concert, ça m'arrive, je joue tout le temps derrière les gens. Mon premier concert officiel, Isaac Emo, où je présente mon projet Isaac Emo, c'était sur Paris, à la rue de Rivoli, dans un centre culturel. Et Paco était venu, caché dans la salle. C'était ma première sortie. Et pendant le concert, à un moment, il sent la chose, et puis il monte sur scène. Là, ça a changé le cours des choses. L'inspiration. Voilà. Et depuis là, je pense qu'il m'a apporté un cachet qui a permis que je sois crédible vis-à-vis de certains mécènes, tout et tout. Puis j'en profite en même temps pour lui dire merci. C'est bientôt la fête des pères. Voilà, pour lui dire papa merci. C'est le moment pour nous d'en parler aussi parce que les pères se plaignent un peu. Quand c'est la fête des mères, il y a beaucoup de communication autour. Papa, on ne va pas vous oublier cette année. Hein. Non. Donc, on profite aussi pour dire vous êtes bonne papa, fête des mères. Je suis papa. Oui. Ah, vous êtes papa de combien d'enfants? 2 filles. Bravo. Ces 2 filles-là, vous les écoutez, vous communiquez avec elles, elles ont envie de... Ouais, super bien. Au point où je vais faire bonne fête aussi à mon père. C'est mon conseiller Alphonse qui est à Diokoui. On communique tellement, c'est tellement profond, au point où mon dernier album a été influencé par ma dernière fille, qui a 6 ans. Je m'explique. Je suis à Paris, j'avais fait la maquette avant de partir sur Paris. Et Marilène fait écouter ma maquette à mes filles. Ma première qui adore, en tout cas, elle adore tout ce que papa fait, la première. Et la deuxième qui dit non, j'aime pas ça. C'est une musique qu'on joue dedans. C'est elle qui est bien. Voilà. On ne chante pas, on ne peut pas danser. On ne peut pas danser, on ne peut pas danser, on ne peut pas chanter. C'est quelle histoire ça? Moi, ça ne me plaît pas. Et ça m'a frustré. Je suis revenu pour le festival l'année dernière. J'ai refait les arrangements avec Laurent Noir, que je salue au passage, qui a été le directeur artistique, qui a refait les arrangements de mon album, pour vraiment tamiser. Parce qu'on avait joué vraiment, c'était très hard, c'était très technique. Et puis, il n'avait pas tort. Donc, avec Laurent, on a essayé de travailler. À mon concert, je l'invite, elle vient. Mais elle est difficile à convaincre. Et après le concert, elle me dit, tiens, ça peut aller. Elle est très éveillée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, elle est heureuse d'écouter cet album. Merci beaucoup Isaac Kemo pour votre témoignage. Alors, en clair, on va pouvoir conclure et dire que la musique
vous a permis non seulement de vous canaliser, mais la musique vous permet aujourd'hui de bien gagner votre vie, n'est-ce pas? Alors tout de suite, je vais vous demander de nous faire un petit take fave de Dave Brubeck avec votre saxophone. Ouais. Tu peux faire un peu de mango? Ici, là, Là-bas. Ah bon. Kemonsiei, tout est sorti aujourd'hui, alias Isaac Kemo. Merci, on a été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et voilà, nous tirons donc les leçons de pouvoir nous intéresser à ce que nos enfants aiment, à ce qu'ils souhaiteraient faire et les accompagner. Merci encore d'être passé sur notre plateau. Nous allons marquer une pause. Ne partez pas, rendez-vous tout de suite pour la suite de ces midis.